Nous sommes le mercredi 6 novembre 2019, 11h, passé légèrement de quelques instants, et merci de nous suivre, vous qui êtes bien nombreux ici au Togo, en Afrique et dans le monde. Merci aux techniciens qui transportent nos voix jusqu'à vos oreilles. Aujourd'hui, c'est Michel Kokou-Vitogbe Tomenga qui manie aussi bien les boutons de la console technique qu'il prend l'émission en son et en image. Cette émission avec invité spécial aujourd'hui qui nous vient directement de la présidente de la République, Madame Sandra Ablamba Johnson. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ministre conseillère du président de la République. Vous avez entre autres en charge le climat des affaires. C'est vous également qui coordonnez la cellule climat des affaires logée à la présidence de la République. Merci de nous faire l'honneur de nous entretenir sur toutes ces informations portant sur la macroéconomie, notamment la publication par la Banque mondiale, relayée quelques jours plus tard par le président de la République, du rapport Doing Business 2019. C'est moi qui vous remercie. Vous nous direz ce qu'on peut attendre, ce qu'on peut comprendre concrètement de ce nouveau classement qui nous fait honneur et surtout comment ce classement peut impacter véritablement le plan national de développement et cette croissance économique que nous souhaitons véritablement partager. Le temps juste de vous dire que nous sommes bien entourés avec les confrères Bourema Tchaboré de Le Messager. Bonjour. Oui, bonjour, ça c'est bonjour à tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Abbas Issaka de Le Magnan Libéré, bonjour. Bonjour, Sas, bonjour à tous les auditrices du Canal FM. Fabrice Paton Petchesi de Le Libéral, bonjour. Bonjour à toi, Sas, et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Et Sylvestre Béni de La Manchette également avec nous, bonjour. Oui, bonjour Sas et bonjour à toutes et à tous. Alors vous constatez dans le bonjour qu'une bonne partie du studio est grippée ce matin et même le monsieur santé et éducation n'en est pas exempté. Écoutez sa voix. Gadia Chanya dit bonjour. Ça c'est bonjour. Ah, bonjour voilà, vous comprenez. Même si nos amis qui nous éduquent par la santé ne sont pas à l'abri de cette grippe-là, ça veut dire que c'est vraiment une épidémie qui ne dit pas son nom. Tout à fait. L'épidémie, on peut le dire ainsi parce que c'est vraiment une épidémie en famille. C'est les parents, les enfants. Dans plusieurs écoles, il y a des enfants qui sont malades, qui sont absents. Donc c'est une réelle épidémie. On est en train de faire une enquête avec les experts pour voir qu'est-ce qui se passe actuellement avec cette histoire de toux, de rhume, de grippe. Et justement, vous êtes venu avec une bouteille contenant une petite recette là que je voudrais bien que nous connaissions tous. Bon, c'est pour soulager un peu la voix cassée, un peu de citronnelle et du citron, hein, voilà, donc ça soulage la voix cassée. Une infusion de citronnelle et de citron pour soulager un peu. Et vous avez également, vous confiez tantôt à Alphonse Ken une recette de la grand-mère. Oui, il s'agit de mâcher, d'avaler au moins 7 gousses d'ail par jour. Ouais, une cure d'ail. On le conseille pas à tout le monde parce que là, il faut être avec un thérapeute pour pouvoir réussir cela. Mais je connais cette recette et ça peut aussi marcher. Surtout du courage pour l'odeur et le goût de l'ail. Alors, allons rapidement avec 2 questions de pollution. D'abord, santé éducation, vous nous parlez de la pollution de l'eau que vous présentez comme une crise presque ignorée. Tout à fait, c'est un rapport de la Banque mondiale qui dit cela, que les eaux sont polluées. Pourquoi? Parce que c'est dans tous les pays, le phénomène dans tous les pays, 80-90%, voire plus, des eaux usées sont déversées dans la nature sans aucun traitement. Donc c'est une crise dont la Banque mondiale qualifie de ignorée parce que cela fait déjà des dégâts. Et dans ce rapport, il est dit que le fait que les eaux usées des hôtels, des hôpitaux, des usines, même des ménages, sont déversées dans la nature sans traitement, cela
infectent les eaux souterraines et on retrouve même des métaux lourds, un certain nombre de produits chimiques dans l'eau, au robinet, même dans les bouteilles d'eau qu'on commercialise. Donc, c'est vraiment une crise et la Banque mondiale recommande quoi? Elle recommande que chaque pays fasse un programme de gestion des eaux usées. Voilà, donc une des recommandations de ce rapport. Mais vous dites également, vous écrivez que même dans nos eaux embouteillées, on peut trouver des microplastiques dans des proportions vraiment inquiétantes. Tout à fait, donc c'est une réalité. Et je pense que nous tous nous sommes avertis par rapport à ce rapport. Et un conseil qu'on peut donner aussi, c'est nos forages que nous avons chez nous, puisqu'il y en a qui boivent, qui se douchent avec, qui font de la cuisine avec. On peut analyser cette eau au niveau de l'UNH pour voir est-ce que cette eau elle est bonne à être utilisée. Merci. La pollution des eaux, mais également la pollution du voisinage. Et nous nous transportons ici dans le quartier communément appelé Tigamé à Lomé, c'est vers Higuiranaoui. Et le confrère, l'Indépendant Express, dans sa parution du mardi, écrivait Lomé, Tigamé. Des habitants privés du droit de respirer. Qui pour raisonner le sieur Aladji Mohamed avec son écurie sauvage? Eh bien, Tigamé, c'est du côté nord du marché de Higuiranaoui. Et là, on assiste à une situation de non-droit subie par des habitants depuis plusieurs années. Il s'agit nommément d'une écurie sauvage montée par le sieur Aladji Mohamed qui pollue l'air au point où les voisins sont privés du droit de respirer. Le sieur Ali Mohamed qui élève des chevaux, des ânes, des dromadaires, des moutons, des chèvres en pleine ville. Alors la conséquence c'est que des odeurs nauséabondes insupportables pour les voisins. L'article parle carrément d'insalubrité publique. Donc ce qui se pose le problème de la pollution de l'environnement et ce qui indispose vraiment les voisins. Alors, Gadiel, disons, les impacts sanitaires sur cet élevage grandeur nature en pleine ville. Vous voulez parler des odeurs? Les odeurs. Bon, ce que moi je sais, c'est que à part les nuisances sonores, il y a aussi les nuisances en matière d'odeurs qui dérangent en milieu urbain. Et pour les odeurs, ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que quand une odeur est forte, elle transporte un certain nombre de particules qu'on ne voit pas forcément, mais qu'on respire et qui peut agir sur les neurones. Donc, une mauvaise odeur peut changer l'humeur, on peut rendre triste, colérique, voire stressé, et peut amener à ne pas donner un bon rendement au travail. Donc, bon, ce que vous venez de lire, si c'est réel que cette écurie dégage des odeurs qui dérangent les voisins, il faut qu'on essaie de revoir ça. Merci. Donc, cette écurie, cet élevage en pleine nature, en pleine ville, ça indispose vraiment les voisins. Nous avons fait un tour là-bas le dimanche dernier. C'est c'est irrespirable pour les voisins. Et c'est un problème qui date déjà depuis quelques années. Le président sortant ou sorti de la délégation spéciale de la préfecture de Goff, le sieur Abouka Kossi, qui en avait été saisi, avait commencé des démarches, mais ça s'est perdu comme un fleuve dans le désert. Alors les voisins sont en train, ont déjà saisi également le nouveau maire de ce quartier, c'est monsieur Amaglo, avec comme premier agent le pasteur Edo. On verra bien comment le nouveau maire Amaglo et surtout le pasteur Edo, comme qui n'est plus à présenter, comment ils vont faire respecter la loi et la convivialité en pleine ville. C'est le problème que pose l'Indépendant Express que nous relayons ici au Club de la Presse. Surtout que vous n'excluez pas que les odeurs dégagées par cet élevage-là peut induire des conséquences de santé sur les voisins. Tout à fait. Bon, si une odeur amène à se stresser, donc on connaît les conséquences du stress. Donc ça rend malade. Merci. Donc les nouveaux maires de cette ville, Higuiranaoui, Tigamé, droit de propriété, d'accord, mais également santé et bon voisinage. C'est la première, une équation qui vous est posée. Mais revenons à santé et éducation avec le sucre, qui n'est plus à présenter. Le sucre que nous aimons beaucoup. Et santé et éducation nous parle du sucre comme
élément indispensable à l'organisme, mais le sucre peut contribuer à la survenue de graves maladies quand il est consommé en excès. Le sucre en deux natures. Il y a la nature purement qui sort des végétaux. Le sucre est à l'état naturel et qu'on extrait des végétaux. Quand on prend par exemple un fruit, bien des légumes, genre tubercules, tout ce que nous mangeons naturellement, l'organisme synthétise le sucre qu'il dépense parce que l'organisme consomme beaucoup de sucre. C'est une énergie, un carburant pour l'organisme. Mais il y a aussi le sucre industriel qui sort de la betterave à sucre ou bien de la canne à sucre et qui est transformé avec un certain nombre de produits chimiques et qui est sur le marché aujourd'hui sous différentes couleurs. Il n'y a pas seulement le blanc, mais il y a d'autres couleurs de sucre. Et nous attirons aujourd'hui l'attention des populations parce que le sucre est un facteur qui conduit à un certain nombre de maladies cardiovasculaires. On le sait bien, notamment au niveau du diabète, de l'hypertension. Donc, le sucre, quand on le consomme, il y a un effet direct dans le sucre blanc. Il y a un effet direct dans l'organisme. Nous invitons les uns les autres à lire. Et puis, aujourd'hui, avec l'industrie, il y a ce qu'on appelle du sucre caché dans un certain nombre d'aliments. Par exemple, quand vous prenez une canette, ça vous fait prendre 10 cuillerées à café de sucre en même temps. Sans qu'on le sache. Sans qu'on le sache. Vous prenez du pizza, ou bien saucisses, saucissons. C'est des aliments qui ont un goût salé, mais très très sucré, caché. Même de la bière, c'est beaucoup de sucre. Donc, c'est pour éveiller un peu la conscience des uns des autres. Nous consommons des fois du sucre sans le savoir. Or, le sucre a un taux élevé dans l'organisme. Cela crée des dommages aux organes. Et vous parlez du sucre comme un doux poison. Les amateurs du sucre doivent se le tenir pour dire... Quand on est à l'excès. Voilà. Terminons avec cet article-là qui nous intéresse particulièrement. Ceux qui sont grands de taille et à qui il arrive de souffrir des douleurs de dos, ce qu'on appelle lombalgie, nous en parlons souvent. Vous y revenez aujourd'hui avec ce que vous écrivez, les habitudes complémentaires au traitement de la douleur de dos. Oui, on a commencé cet article avec le spécialiste, le kiné, Monsieur Lacna, Innocent aussi, qui est le directeur du CENAO. Donc aujourd'hui, il revient sur des conseils pratiques. On sait que les douleurs lombaires ou bien les douleurs du bas de dos sont récurrentes. 80% des adultes vont souffrir forcément de ces douleurs-là. Cela est dû à nos mauvaises habitudes au quotidien. Et qu'est-ce qu'il faut faire quand on est sous traitement? Quel comportement on doit avoir à la maison, au service? C'est des conseils qu'ils donnent. Et pour ceux qui veulent éviter ces genres de douleurs, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Donc, c'est des conseils très intéressants en matière d'alimentation, en matière d'exercice physique, et plein de conseils que donne le spécialiste. Des conseils pratiques comme s'asseoir dans la bonne position, éviter de se pencher ou de plier le dos de façon prolongée. Ne pas se tenir sur la pointe des pieds, éviter de porter ou de soulever des objets trop lourds, mais également pour les éventuels paresseux, ne pas passer beaucoup de temps au lit. Tout à fait. Et absolument. Donc, la paresse est un vilain défaut. Bon, des fois, on veut rattraper le temps, on veut plus passer le temps au lit. Le spécialiste dit c'est très mauvais. L'excès en tout est nuisible. Merci beaucoup. Bien d'autres articles intéressants, mais c'est l'introduction que nous faisons. Nous vous renvoyons à soigner votre voix, votre grippe avec vos recettes de la grand-mère. Tout à fait, merci. Merci. Sans transition, Madame Ablamba Sandra Johnson, rebonjour. Rebonjour. Eh bien, vous êtes ministre conseillère du président de la République avec en charge, entre autres, le climat des affaires. Et ces derniers temps, l'actualité au plan national porte beaucoup sur des informations d'ordre économique. Des journaux comme Le Libéral écrit encore aujourd'hui, première semaine du secteur privé, faire de ce secteur un moteur de croissance et de développement socio-économique ici au Togo. Dunia Le Monde aussi écrit, première édition de la semaine du secteur privé, un cadre d'échange pour booster l'économie togolaise. Le Dialogue aussi, le journal Le Dialogue qui écrit
lui aussi, première édition de la semaine du secteur privé, une parfaite vitrine pour la valorisation du Made in Togo. Madame, cette première semaine du secteur privé se tient au lendemain de la publication de la Banque mondiale, relayée par l'État togolais lui-même du classement 2019 de Doing Business, l'amélioration du climat des affaires. Nous en parlons entre journalistes ici au Togo et en profane. Nous disons que par rapport au dernier classement, le Togo a fait un bond de 40 places, n'est-ce pas? Oui. Là, vous confirmez? Oui, je confirme. Eh bien, vous nous rappelez les réformes que le Togo a opérées ces derniers temps et qui nous valent ce bon classement. Merci beaucoup, Monsieur Sass. Permettez-moi, avant toute chose, d'adresser ma reconnaissance et mes vifs remerciements à un des partenaires stratégiques. Je vais bien parler de mes amis médias qui m'ont accompagné depuis le début de ce processus. Et qui continuent à vous accompagner. Et qui continuent, bien sûr, à m'accompagner. Je pense que les résultats qu'on a aujourd'hui ne sont rien d'autre que la collaboration parfaite qu'on a eue avec vous, les médias. Quelles sont les réformes qui ont été opérées? Je pense qu'avant de répondre à cette question, c'est aussi important de définir ce que nous attendons par doing business. Faire des affaires. Doing business est défini comme l'ensemble des procédures ou l'ensemble des réformes qui affectent la vie d'une entreprise depuis sa création jusqu'à sa fermeture. Je pense que c'est la définition la plus simple. En passant bien sûr par toutes les opérations, notamment le paiement des impôts, l'accès à l'énergie, l'accès au crédit. Et donc, comme vous venez de le dire aussi, nous avons adopté un nouveau plan national de développement. Peut-être que nous allons revenir là-dessus. Et un des éléments phares ou un des facteurs de succès de ce nouveau plan de développement, c'est la mise en place d'un cadre attractif à l'investissement. Et il est tout à fait normal de créer ce cadre en prenant des mesures idoines pouvant rassurer l'investisseur. La semaine du secteur privé vient en nommer pour partager encore une fois avec ce secteur privé les réformes qui sont en cours, mais les écouter parce que, comme j'ai l'habitude de dire, les institutions sont fermes. Le secteur privé n'est plus aujourd'hui un acteur comme les autres, mais il est devenu un acteur stratégique, un partenaire stratégique avec qui nous sommes appelés à discuter ensemble et voir ensemble ce que nous pouvons faire. Bien sûr, on ne peut pas faire d'un bout de champ toutes les réformes, répondre à toutes les attentes du secteur privé, mais on va devoir discuter avec eux et ensemble trouver des solutions. Et donc, pour ce faire, il y a plusieurs indicateurs qui sont évalués par Doing Business. Il y a pratiquement 10 indicateurs, notamment la création d'entreprises, le permis de construire, l'accès à l'énergie, l'accès au foncier, vous avez le règlement de l'insolvabilité, vous avez la protection des investisseurs minoritaires, vous avez le commerce transfrontalier et j'en passe. Mais pour cette année, le Doing Business a reconnu 5 indicateurs, il a validé 5 indicateurs pour le Togo. Ça ne veut pas dire que le Togo travaille seulement sur 5 indicateurs. Le Togo travaille sur pratiquement 8 indicateurs, mais c'est seulement 5 qui ont été validés suite à la collecte de données auprès des contributeurs. Et ces 5 indicateurs sont entre autres la création d'entreprises. Peut-être qu'on va revenir en détail là-dessus si vous le permettez. Le permis de construire, l'accès à l'énergie, l'accès au foncier et l'accès au crédit. Merci pour ce rappel qui nous fixe bien dans l'élément. Mais voulez-vous nous préciser également qui a procédé à la validation de ces réformes? La Banque mondiale a eu une méthodologie assez claire. Déjà au mois de février, voire mars, ils envoient aux questionnaires, aux contributeurs plutôt des questionnaires. Des contributeurs qui sont tirés, je ne sais pas, sur base des données disponibles sur les sites. Et ces contributeurs confirment ou infirment les informations qui sont dans ce questionnaire. C'est-à-dire, on pose un certain nombre de questions, on demande si des réformes ont été opérées. Si vous avez connaissance de ces réformes, vous en parlez. Si vous n'en avez pas, vous dites qu'il n'y a pas de réforme. Et après, maintenant, ils retournent dans leur laboratoire et ils font des évaluations. Ils font des traitements de ces données et ce n'est qu'après que vous avez des résultats. Donc, vous avez non seulement le score, par exemple, cette année, le Togo a eu un score de 65,2, je crois, parce que l'année dernière, on était 55,3, donc pratiquement 7 points de gagné. Quand je dis 7 points, c'est 7 en moyenne. Ce sont 10 points de gagné par le Togo cette année. Et ce n'est qu'après ce point calculé, qu'on passe maintenant au classement. Ça veut dire que s'il y a beaucoup de pays qui ont fait des réformes, vous verrez votre classement en fonction de ces réformes. S'il y en a peu, donc le classement n'est que la résultante du score qui est calculé pour chaque pays.
Non, en fait, la Banque mondiale a validé ces réformes, mais sur la foi des témoignages et des attestations des partenaires ici au plan national. Oui, c'est sur base des attestations, des affirmations qui sont faites par les contributeurs, investisseurs togolais comme étrangers, mais qui investissent au Togo, que la Banque mondiale fait le traitement des données et publie ses résultats. Merci madame, mais beaucoup de questions que nous nous posons, nous les journalistes et beaucoup dans l'opinion aussi. Oui. Comment est-ce que ces réformes et le classement honorable du Togo dans le du business, comment est-ce que ça va contribuer dans la réalisation du PND ici chez nous? Ces réformes sont extrêmement importantes pour la réussite du PND. Tout à l'heure, j'en parlais. Quand nous disons que 65% des ressources du secteur du PND doivent pouvoir venir du secteur privé, accepter que le gouvernement puisse travailler encore une fois pour créer les conditions, pour que ce secteur privé puisse aller mobiliser les ressources et investir et donc répondre aux attentes ou aux objectifs du secteur du PND. Et donc les réformes qui sont mises en œuvre aujourd'hui ont pour objectif de renforcer la confiance, non seulement la confiance, mais de dire aux investisseurs, le Togo est désormais ouvert, venez, en si peu de temps, vous pouvez facilement procéder à vos opérations. Vous convenez avec moi si, par exemple, l'investisseur décide d'investir dans un secteur X donné au Togo, et il se dit, je vais passer 3 mois, 4 mois, 6 mois pour créer mon entreprise, comme on ne l'avait pas le passé, alors qu'au Ghana, il doit passer peut-être 2-3 semaines, il ne va pas pouvoir venir au Togo. Mais aujourd'hui, en moins de 4 heures, en moyenne, vous pouvez créer votre entreprise. Ça veut dire qu'il y a une facilité qui est offerte à cet investisseur pour venir au Togo au lieu d'aller peut-être dans un autre pays tiers. Donc, l'impact, c'est l'investissement qui sera fait, c'est la croissance qui sera créée, mais c'est surtout l'emploi pour le Togolais lambda. C'est l'amélioration du revenu du Togolais lambda. C'est la réduction de la pauvreté qui est derrière cela. Donc, ce n'est pas seulement le score, parce que le score, comme je dis encore, c'est juste un classement, c'est comme vous allez à l'école, vous êtes classé. Mais la finalité première, c'est la réduction de la pauvreté, c'est l'amélioration du panier de la ménagère. Et donc, avec nos réformes, les opérateurs économiques pourront créer leurs entreprises dans un délai record. Oui. Et ces créations, d'entreprises vont impulser la croissance économique, création d'emplois, création de richesse, amélioration du panier de la ménagère. Merci, mais également à ce niveau, l'autre question qui revient souvent, on peut créer rapidement les entreprises, d'accord, mais qu'en est-il de leur viabilité, de leur durabilité? Je pense que le CFE, on avait eu une émission ici, vous en avez parlé, le CFE a déjanté une étude il y a encore quelques mois, c'est sur le site de Togo First, pratiquement 65-70% d'entreprises sont viables au Togo, ce qui est extraordinaire. Parce que quand vous participez un peu aux réunions sous-régionales, la plupart des structures qui sont en charge de la création d'entreprises reviennent sur cette préoccupation, mais je pense que le cas du Togo est particulier. Et si on arrive à 70% d'entreprises viables, pour moi, c'est extraordinaire. D'où la nécessité encore une fois de créer les conditions pour renforcer cette viabilité. Merci. Beaucoup de journaux continuent à revenir sur ce classement d'une business. La preuve aujourd'hui, Kamgou qui écrit que le Togo célèbre ses performances et compte maintenir le cap des réformes. Et lorsqu'il lançait la publication Rapport Pays, le chef de l'État en personne s'était satisfait de ce classement, mais comme le rappelle aujourd'hui le journal Le Messager, Fort Gnassingbé qui attend mieux. Alors, dans le sens que le Togo améliore encore son classement pour l'année à venir, est-ce que vous pouvez nous confier les instructions que le chef de l'État vous aurait déjà données? Merci beaucoup, monsieur Sass. Je pense que si le Togo est aujourd'hui, bien sûr, le seul pays de l'Afrique de l'Ouest parmi les 100 meilleurs pays au monde, mais si on est 97e, ça veut dire qu'il y a un premier. Ça veut dire qu'il y a du travail encore à faire. C'est pour cela que nous ne parlons pas du climat des affaires, mais on parle de l'amélioration du climat des affaires. C'est un processus qui doit être continu. Et donc pour nous, le défi reste grand. Je l'ai dit dans mon discours. Il s'agira encore d'améliorer ce qui est fait aujourd'hui. Il y a quelques jours, le CFE a lancé la déclaration de la création d'entreprises en ligne. La CET est dans le même processus. Nous avons le e-justice qui est lancé, qui doit être renforcé pour que la mise en œuvre soit ce que nous attendons de la justice. Nous avons tout ce qui concerne les impôts. On a un nouveau code des impôts qui a été adopté, qui est en cours de mise en œuvre. Mais, étant donné que c'est un nouveau code, il y a des retours, nous allons devoir travailler là-dessus pour que la loi de finances puisse
prendre en compte quelques préoccupations du secteur privé. Ce processus est en cours. Et nous allons travailler sur d'autres indicateurs, par exemple le commerce transfrontalier au niveau du port, au niveau de la douane. Il y a un plan d'action pour l'année 2020 qui est déjà validé et qui est en cours de mise en œuvre. Mais comme j'ai l'habitude de dire, nous ne travaillons pas pour faire plaisir à la Banque mondiale, je le dirai toujours. Nous travaillons pour notre secteur privé. Et donc, les réformes qui sont en train d'être faites vont au-delà de Doing Business. Je donne encore une fois, par exemple, le code foncier qui n'a rien à voir avec le Doing Business. Nous avons, par exemple, la loi sur les énergies renouvelables qui n'a rien à voir avec le Doing Business, mais qui aujourd'hui constitue des instruments ou des outils clés qui attirent beaucoup d'investisseurs. Merci, madame. Donc, le Togo qui ne veut pas dormir sur ses lauriers, qui veut améliorer sans cesse son score. Nous serons en 2020 et nous en parlerons. Mais du classement d'une business à un autre processus dans lequel le Togo compétit, c'est le Millennium Challenge Account. Vous travaillez également sur ce projet. Alors, y a-t-il corrélation entre le classement d'une business et l'amélioration par notre pays de notre score dans le MCA? Oui, il y a eu une parfaite corrélation, en ce sens que l'objectif ou la finalité du programme MCA, c'est également la réduction de la pauvreté via la promotion ou le lancement de la croissance. Et donc la croissance, comme c'est les Américains, vous les connaissez bien, c'est le business. La croissance provient de nulle part que du secteur privé. Et donc l'objectif, c'est que les pays puissent mettre en œuvre toutes les réformes nécessaires pour que le secteur privé, bien sûr, d'autres vous diront que c'est un marché qui est créé pour les Américains. On le verra dans la mise en œuvre du threshold qui est en cours, si c'est les Américains qui vont gagner les marchés ou pas. Mais c'est créer les conditions pour que les investisseurs étrangers qui viendront s'investir au Togo, puissent effectivement créer la richesse dont nous venons tout à l'heure de parler et donc créer de l'emploi et réduire la pauvreté. Donc, les Américains ou le MCA a ces indicateurs, ils ont 20 indicateurs répartis en 3 catégories: la liberté économique, l'investissement de le capital humain et tout ce qui concerne les droits démocratiques. Et donc cette année, le Togo a validé 14 indicateurs. Nous avons commencé ensemble avec vous depuis 2014, vous le savez, avec 5 indicateurs. Aujourd'hui, on a 14 indicateurs. Et sur la catégorie la plus importante pour les Américains, qui concerne la liberté économique, et catégorie dans laquelle on avait à peine 2 indicateurs validés. Aujourd'hui, on a pratiquement 5 indicateurs validés sur les 6. Donc ça veut dire qu'il y a une amélioration constante qui est faite, mais surtout sur le volet liberté économique, qui confirme encore une fois cette volonté politique de faire du Togo une terre d'accueil pour les investisseurs. Eh bien, pour le MCA, il y a déjà quelques années que notre pays est éligible pour le programme Threshold, oui, dont on attend toujours la réalisation concrète des projets, madame. Le threshold est en cours de mise en œuvre. Pas plus tard qu'hier, quelqu'un m'a envoyé la liste ou le communiqué l'appel à candidature qui est publié dans la presse. Donc le processus est lancé, mais comme on vous l'avait dit dès le début, les Américains ne mettent pas l'argent sur le compte de l'État. L'argent est géré par le Trésor public, mais vous travaillez sur les dossiers techniques, ils participent avec vous, ils font le suivi avec vous pour ce qui est des appels d'offres, et c'est le Trésor public qui paye. Donc le processus de recrutement qui est en cours est fait par un cabinet qui est recruté avec l'équipe du MCC, et c'est ce cabinet-là qui lance les appels à candidature. C'est dans la presse, donc c'est libre à tout expert togolais comme étranger d'y participer. Ce n'est qu'après le recrutement qu'on aura toute l'équipe, l'unité mise en place, et donc pour le programme qui sera annoncé. Donc pour corriger mon ignorance, la mise en pratique concrète du programme Threshold est déjà en cours d'exécution. Le processus est en cours. Eh bien, du Threshold, est-ce que l'espoir est permis que nous allons même au programme compact du MCA d'ici quelques années, madame? Nous répondons déjà aux critères d'éligibilité au programme compact. Mais comme on l'avait dit aussi, c'est non seulement le volet technique, mais le volet politique. C'est une décision politique. Et en temps, on a changé aussi du gouvernement. Et quand vous suivez... Là-bas aux États-Unis? Oui. Donc quand vous suivez un peu, vous allez voir le nombre de pays éligibles a relativement baissé. Peut-être les Américains doivent avoir de raison. Mais cela n'a pas empêché les États-Unis de poursuivre les programmes qui sont déjà en cours. Et dans leur approche aussi, comme on est déjà éligible au programme Threshold, il faut que le pays réussisse d'abord ce programme pour montrer sa volonté. Et après, ils pourront donner le programme compact. Merci, madame. Cependant, notre objectif, c'est, même si on est éligible au Threshold, étant donné que nous gardons le cap,
on a toutes les chances d'être éligible pour Compact et c'est notre souhait pour cette année. Merci madame. Quand nous discutons de ces sujets entre nos confrères, surtout quand nous ouvrons les antennes, nous entendons beaucoup de choses qui doivent vous revenir aussi. Eh bien, vos compatriotes, certains des Togolais ne voient dans le rapport, dans le classement d'une business que dans le MCA, que des effets d'annonce, voire des formes de propagande pour la politique du chef de l'État, surtout en cette période qui nous sépare de la prochaine élection présidentielle. Alors, pour rassurer les Togolais qui aiment jouer au scepticisme, qu'avez-vous à nous dire de la confusion à ne pas faire entre la politique et ses programmes d'ordre économique? Non, je pense que c'est une belle question. Pour moi, c'est une coïncidence. Pourquoi quand le Togo régresse, on ne parle pas de propagande politique? On avait gagné 15 places, après on a reculé par exemple de 20 places, vous étiez témoin, mais les gens ont communiqué là-dessus. On n'a pas traité de propagande politique. Mais quand au même moment, ces mêmes Togolais, vos frères, vos tantes, vos mamans, qui ont passé des nuits à travailler et à avoir des résultats, pourquoi on ne veut pas reconnaître leurs efforts? Moi, comme je le dis, au-delà de tout le discours politique, c'est des hommes, c'est des Togolais qui ont travaillé, qui par conviction sont dit, nous voulons avoir ces résultats. Encore une fois, pas pour du business, mais pour s'assurer que en si peu de temps, on peut créer une entreprise. Avec moins de 50%, on peut avoir accès à l'énergie. Et donc, je ne pense pas que c'est des effets d'annonce. Je mets quiconque au défi qui me dira aujourd'hui qu'il ira au CFE pour créer une entreprise. Quelqu'un va lui prendre encore 262 250 comme il était il y a encore peut-être 5 ans. Les frais de création d'entreprise aujourd'hui sont fixés à 28 250. Si quelqu'un y va, on lui demande 200 000. Monsieur Sass, vous êtes témoin, il peut vous appeler, appelez-moi et on verra avec le directeur du CFE. Ça, c'est pas des effets d'annonce, c'est du concret. Et je pense que ce qu'on attend de nous, les institutions chefs de l'État, c'est éviter de communiquer pour communiquer, mais rassurez-vous que ce que vous avez lancé comme réforme est effectivement fait sur le terrain avant qu'on ne vienne sur les médias. Et que les médias puissent nous revenir aux besoins quand il y a des problèmes, je l'ai dit plusieurs fois lors des ateliers, pour qu'on puisse saisir les premiers responsables de l'administration pour corriger le tir. Merci. Donc, si je comprends pour l'essentiel, toutes ces réformes-là ne visent qu'un objectif, que de plus en plus d'entreprises s'installent dans notre pays avec célérité, que la réalisation du PND devienne réalité et ainsi la croissance économique sera effective, création d'emplois, création de richesses et amélioration du panier de la ménagère et une humeur une meilleure humeur ici au plan national. Si je me résume ainsi, madame. Bien sûr, je pense que vous avez dit l'essentiel, mais il y a une chose. Comme j'ai l'habitude de dire, si l'État crée les conditions, l'État ne crée pas l'emploi. L'État-providence est déjà passé. C'est le secteur privé qui crée l'emploi et qui crée la croissance. Mais si l'État crée les conditions et on va dire aux investisseurs, ne venez pas au Togo, on peut beau créer une entreprise à 24 heures ou bien en 4 heures de temps, le directeur du CFE viendra rester dans son bureau jusqu'à toute la journée, il n'aura personne devant lui. Et avec ça, on ne peut pas espérer améliorer le panier de la ménagère. C'est pour cela que j'aime bien dire que c'est un travail collectif. Le Togolais est appelé à être ambassadeur de son pays, à vendre son pays. S'il y en a 10, on dit c'est chez moi que vous devez venir pour que chacun puisse tirer profit de ces efforts qui est fait. Merci madame, mais comme nous sommes ici au studio avec des confrères, à tout hasard comme ça, vous me permettrez le côté arbitraire, mais je tire au hasard 2 confrères qui vont en 1 minute 90 secondes réagir par des commentaires, pourquoi pas des questions sur la présentation de madame. À tout hasard, Sylvestre Béni et puis Fabrice Paton-Pétiesi. Alors, merci ça, bonjour madame. Tout d'abord, c'est un plaisir de vous avoir. C'est pour discuter également de ces gens donc de situation sur le Togo. Bon, j'ai quand même quelques commentaires. Tout à l'heure, vous faisiez la corrélation entre le Doing Business et le MCA, Millionaire Challenge Account, en parlant donc de la pauvreté. Alors, je vais vous prendre donc à ce niveau-là. Et si nous prenons le taux de pauvreté en 2017, elle était de 47,4. Et ce taux a monté en 2019 et en 2018 qui est de 49%. Lorsque vous faites l'évaluation, ça veut dire qu'il y a 3 430 000 de Togolais qui ne vivent pas dans la pauvreté, mais en dessous ou en deçà du seuil de pauvreté. Alors, vous avez fait un bond de 40 places. Mais quelle est l'incidence? Tout à l'heure, vous parlez donc du panier de la ménagère
qui aura forcément que le Doing Business aura des répercussions sur le panier de la ménagère. Alors, à ce niveau, qu'est-ce qu'on peut attendre donc de ce bond de 40 places, d'autant plus que vous faisiez la corrélation entre le MCA et le Doing Business en parlant donc de la réduction de la pauvreté. Ma deuxième question, en parlant tout à l'heure donc des critères au niveau donc du MCA, vous disiez qu'il y a une liberté économique. Moi, je voulais plutôt m'attendre sur la liberté d'expression. Le 7 août dernier, le gouvernement togolais a voté donc une loi sur les manifestations qui réduit considérablement, du moins la liberté d'expression au Togo. Or, je crois que le MCA tient également compte donc de ce critère-là. Tout à l'heure, vous avez parlé donc de liberté économique. Moi, je parle de liberté de manifestation. Est-ce que vous ne craignez pas que cette loi du 7 août puisse avoir des répercussions sur du côté donc du MCA et que le gouvernement togolais ne sera pas peut-être ne pourra pas véritablement profiter donc de ce projet ou de ce programme-là? Merci, madame. Ou bien vous écoutez aussi Fabrice et vous ramassez tout? Non, je peux. Bien, allez-y, madame. Ok. Je pense que j'avais déjà essayé de répondre à la première question. Aussi bien le MCA, aussi bien le climat des affaires, l'objectif du PND, c'est la réduction de la pauvreté, c'est la création de richesses. Même chose peut-être qui est un peu visée dans le MCA. Et donc, encore une fois, comme je le dis, les résultats que nous avons aujourd'hui constituent les baselines, puisque le développement est un processus. Vous créez et les gens vont venir. Vous créez les conditions et les gens vont venir. Mais au-delà de créer les conditions, il y a aujourd'hui ce que nous appelons aussi le branding, la communication. Et ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Mais si vous créez les conditions et vous dites aux gens ne venez pas, vous n'aurez pas les impacts. Mais l'objectif, c'est que tout le monde puisse se batailler pour que ces conditions que nous créons aujourd'hui puissent avoir un résultat positif pour nos populations. Parce que la finalité, c'est nos populations. C'est comment améliorer encore une fois le panier de la ménagère et donc réduire la pauvreté. C'est parce qu'on a gagné 40 places et puis du coup, le lendemain, le jour suivant, vous avez peut-être le taux de pauvreté qui va passer de 40% à 2%. Ça n'est arrivé nulle part, dans aucun pays. Si quelqu'un peut-être me le dit, tant mieux. Mais je vous assure que ce sont les conditions-là qui vont créer la richesse et donc vont améliorer les conditions de vie. Bon, si vous permettez, c'est pas un dialogue. Déjà, en 2018, je crois que vous avez fait un bond de 19 places. C'est ça, si je... Oui. D'accord. Alors, de 2018 à 2019, quel est l'impact, quel est cet impact-là au niveau sur le palier de la ménagère? La Banque mondiale vous dira, quand vous gagnez 10 places, 10 points dans le doing business, ça fait 0,5 point de commerce créé pour 1000 habitants. Okay. Et quand vous regardez un peu, il y a aussi l'impact sur le PIB par habitant. Hier, j'en parlais sur une des radios. Quand vous voyez le nombre d'entreprises créées par an aujourd'hui, l'année passée, on était autour de 10 000. Déjà au mois de septembre, octobre passé, on a une augmentation de 11% par rapport à l'année passée en termes de création d'entreprises. En termes de PIB par habitant, j'avais l'habitude de le dire ici, le PIB par habitant du Togo a tourné autour de 400, voire 500 jusqu'en 2016-2017. Quand nous parlons des indicateurs de MCC, c'était un des éléments qui impactait sur la validation des indicateurs. Depuis l'année dernière, le PIB par habitant du Togo est passé de 500 et quelques à 610. Cette année, on est à 650. C'est pas moi qui calcule, c'est la Banque mondiale qui calcule. Ça veut dire qu'il y a eu une amélioration du revenu du citoyen lambda. L'augmentation de la pauvreté dont vous parlez pour l'année dernière, parce que je sais que l'étude ou l'enquête qui a été faite remonte à 2017. Je ne sais pas si c'est une estimation. Je parle de 2018. Mais chaque année, on ne publie pas les données sur la pauvreté chaque année. Je ne suis pas sûr pour avoir fait le ministère du plan. Mais je ne remets pas en cause aussi vos données. Si vous en avez pour 2017, peut-être que vous avez fait une extrapolation, mais je ne remets pas en cause vos données. Par contre, vous permettez que je puisse finir, monsieur? Vous me suivez pas. Je dis, en 2017, le taux de pauvreté est de 47,4 et qui est monté donc en 2018 à 49%. C'est ce que j'ai dit. Est-ce que je vous dis qu'au Togo, on n'a pas les moyens pour faire les enquêtes sur la pauvreté chaque année? Et dans d'autres pays, d'ailleurs, on ne le fait pas. Peut-être que c'est vous qui le faites, peut-être une estimation, ça peut arriver. Mais pour avoir fait le ministère du plan, les enquêtes, c'est sur une période parce que ça demande beaucoup d'argent. Maintenant, peut-être, il faut peut-être vérifier si c'est une autre institution qui en a publié. Vous, mais peut-être on pourra en parler après. Mais si vous avez les données de 2017, ça veut dire qu'il faut attendre une autre enquête pour voir s'il y a une amélioration. Sinon, variation d'une année, vous ne pouvez rien avoir. C'est pas évident.
Ok. Et même si le Togo a gagné 19 places l'année dernière, comme j'ai déjà donné l'exemple, par exemple, du PIB par habitant, vous avez par exemple les données sur les investissements qui se sont améliorés. Et encore une fois, quand le Togo gagne 19 places, il était où? Le Togo était 156e sur 190. Ça veut dire qu'il y a plein de pays qui étaient devant le Togo, notamment le Ghana, la Côte d'Ivoire et autres. Aujourd'hui, le Togo a gagné 40 places pour dépasser tous ces pays. C'est pour cela que je reviens sur le sujet de processus. Au fur et à mesure que vous améliorez, au fur et à mesure, au même moment, vous renforcez la confiance de vos investisseurs qui sont prêts à venir pour investir chez vous. Merci madame. Fabrice, Patom, il y avait une deuxième question. Oui, moi je voulais revenir un peu sur la facilité de la création des entreprises au Togo, c'est une réalité. Et je voulais revenir un peu sur l'aspect viabilité de ces entreprises-là qui sont créées. Vous avez annoncé un chiffre de 70%, si je ne me... J'ai encore bonne mémoire. Il y a le CFE qui a fait une enquête là-dessus. Oui, bon, mais là, je voulais m'intéresser un peu à ces entreprises-là qui ont été créées, qui n'ont pas résisté peut-être autant au pouvoir. Est-ce que quelque part, il y a une certaine enquête qui est faite pour voir pourquoi certaines entreprises qui sont créées aussi facilement ne durent pas dans le temps? Et je profite en même temps pour faire le lien avec la semaine du secteur privé, où forcément on va parler également de la fiscalité par rapport aux différentes entreprises. Est-ce que quelque part aujourd'hui, vous ne pensez pas que la question sur la fiscalité avec la caisse de retraite et de sécurité sociale et tout cela, ça peut constituer un frein un peu pour ces entreprises qui sont créées facilement, mais qui sont confrontées sur le terrain à certaines obligations qui relèvent naturellement de la loi, mais qui ne donnent pas chance à ces entreprises-là de pouvoir tenir dans le temps. Madame? Oui, monsieur Petizi, merci pour cette question que je trouve assez pertinente. C'est vrai que moi, j'ai pas lu tout le rapport. Je l'ai feuilleté et puis j'ai lu un peu un article là-dessus. Pour moi, que le rapport va devoir relever ces éléments. Mais je voulais préciser que aucun opérateur économique n'a jamais souri à un fisc. Je me rappelle toujours quand le commissaire Adoui disait qu'il a pris un train avec un monsieur, il s'est présenté comme commissaire des impôts, le monsieur dit merci et puis il est sorti du train. Carrément. Oui. C'est psychologique. Juste dans la Bible, le fiscaliste n'est pas bien vu. Donc, c'est un problème réel, mais c'est pas pour cela qu'il faut pas trouver des solutions. Je me rappelle encore une fois que c'était ici, avec vous, qu'il y a eu une émission, quelqu'un avait appelé en disant, mais les gens créent des entreprises, et la première année, on vient les arnaquer en disant, mais payez les impôts. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de trouver une formule où on laisse l'entreprise au moins 3 ans? Et dans le plan d'action qu'on a eu à élaborer en 2017, c'était une des actions phares qu'on a mis. On est parti voir le chef de l'État, il a dit, Madame Johnson, allez discuter avec le commissaire Adoui. Et c'est comme ça qu'on a supprimé les 2 premières années. C'est vrai qu'on n'est pas à 3 ans, mais pour moi, c'est mieux que 0. On a supprimé en 2007 la première. Cette année, ils ont supprimé pour la 2e. C'est pour cela que je dis, mes résultats ou nos résultats, c'est un travail collectif. Chacun contribue, nous on relève, on remonte l'information et si c'est bien compris, on met en œuvre, on tire les conséquences ou on en profite tous. Donc, question de fixe, moi je trouve pas que c'est un problème. Je pense plutôt qu'il faut toujours mettre ça sur la table. Le nouveau code qui a été adopté, on a le retour sur la patente. Vous l'avez vu sur les plateformes, on ne va pas cacher. Il y a eu une réunion sur instruction chef de l'État entre l'équipe de l'OTR et les FERTIAR pour voir dans quelle mesure on pourra s'entendre sur ce qui pourra être pris en compte dans la prochaine loi de finances. Donc c'est une décision qu'il faut peut-être faire pour s'assurer que tout le monde est à l'aise. Mais encore une fois, c'est pas pour cela qu'on va pas payer les impôts. Vous convenez avec moi que c'est grâce à ces ressources qu'on arrive aussi à faire les investissements. Donc, en somme, c'est un processus et aucune question n'est tabou. On discutera pour trouver des solutions aux questions les unes après les autres. Et on en trouve, je crois. Il restait en fait ma deuxième question. À Sylvestre Béni. J'avais posé une deuxième question, c'était 2 questions. Oui, ok. Vous la rappelez? Oui, en ce qui concerne donc le MCA, je parle donc des critères et la liberté d'expression aussi en fait partie. Mais est-ce que le vote de la loi du 7 août ne risque pas donc de vous pénaliser à ce niveau? Je pense que tout État est souverain. Je pense que c'est Freedom House qui est un des institutions qui évalue ce qui est droit politique et puis liberté civile. Donc, il revient à Freedom House, dans le cadre de son évaluation, avec tous les arguments que le gouvernement aussi aura à donner, de dire ces arguments sont fondés et
Donc, au lieu peut-être de donner, je ne sais pas, 4 au gouvernement, donne peut-être 5 ou donne 3. Okay? Mais pour nous, pour ma part, si vous voulez, je n'en fais pas un problème. Parce que, oui, on a révisé le code, mais il faut voir les raisons pour lesquelles on a révisé. Tout à l'heure, nous parlons de la croissance. Vous parlez des réformes qu'on a eu à faire. Si on va faire les réformes, les gens viendront construire et après, on va casser ou on va les menacer, vous dire si vous ne donnez pas l'argent, peut-être on risque de casser vos structures. Acceptez que, bon, à un moment donné, quand vous êtes autorité, vous prenez vos responsabilités et on avance. Encore une fois, je reviens à l'institution qui évalue de dire les arguments avancés par le gouvernement sont fondés et donc nous ne pensons pas qu'il y ait problème. Merci Madame Sandra Blamba Johnson, ministre conseillère du président de la République sur les questions de l'amélioration du climat des affaires. Je ne sais pas si Madame aura le temps, sinon les auditeurs doivent s'impatienter pour entrer dans le débat. Mais si vous avez des impératifs, nous saurions prendre en otage la ministre conseillère du président de la République, d'autant plus que nous accueillons un autre invité qui a également lancé une conférence inaugurale hier. Docteur Innocent Kpeto, bonjour. Bonjour Sass. Président de l'Ordre national des pharmaciens du Togo. Vous avez, comme je l'ai dit, lancé un processus par une conférence inaugurale hier. La question nous intéresse, même si nous n'en savons pas beaucoup. Alors, voulez-vous nous rappeler l'objet de cette conférence que vous avez animée hier? Je vous remercie et je remercie Canal FM de nous donner l'occasion de parler effectivement des 12e journées de l'Ordre national des pharmaciens du Togo. C'est devenu maintenant une habitude depuis 12 années successives. Chaque année, les pharmaciens du pays s'arrêtent pour pouvoir faire un point, un bilan de leurs activités et ensuite se poser des questions sur leur contribution dans le système de santé. Ensuite, s'ouvrir vers la population aussi pour partager nos actions. Et ce que nous avons fait hier, c'était donc la session inaugurale de la 12e édition de la semaine du pharmacien. Et nous avons été entourés donc par le ministre de la Santé et la représentante de l'OMS que nous saluons. Et la séance a consisté donc à donc lancer les activités qui vont consister d'une part à communiquer avec la presse, avec la population. Nous avons eu d'ailleurs en prélude à ces journées organisé une session de formation des femmes et hommes de presse sur la profession de pharmacien et la matière de notre activité qu'est le médicament. Et ensuite, aujourd'hui, nous étions au Centre national de transfusion sanguine pour apporter aussi notre soutien à la promotion du don de sang. Et il y a eu des pharmaciens qui ont défilé pour donner de leur sang. Et derrière cette activité, surtout, nous visons une appropriation de cette activité aussi au niveau de l'officine parce que c'est un point de convergence des populations et nous souhaitons, dans une collaboration avec le CNTS, pouvoir participer à la communication pour que les gens se rappellent qu'il est utile de donner du sang parce que c'est au moment où on en a besoin qu'on se rend compte que chacun aurait pu faire quelque chose et nous voulons participer à cela. Nous avons donné une petite contribution financière aussi pour soutenir parce que nous savons que derrière la collecte du sang, il y a toute une batterie d'activités qui pourront permettre finalement d'avoir la poche de sang qui est un médicament. Nous nous sommes préoccupés parce que les pharmaciens sont témoins tous les jours des difficultés de nos concitoyens. Vous savez, étant donné que nous sommes les acteurs du médicament, ceux qui sont censés fournir le produit de santé, et ça fait que les populations, quand elles tournent et qu'elles n'ont pas le sang, elles reviennent à nous. Nous expliquons que le produit sanguin, c'est un produit très spécifique qui est du monopole de l'État, dont les conditions de détention ne permettent pas que les pharmaciens l'ont. Mais ça nous sensibilise et c'est la raison pour laquelle mais j'espère que vous allez pérenniser cette action de don de sang parce que ça devient un peu un mouvement, une forme d'effet d'annonce. Des gens vont donner une fois avec beaucoup de publicité, puis on ne les voit plus, on ne les sent plus, alors que le sang continue à avancer, docteur. Ce que nous avons initié aujourd'hui, c'est réellement un processus. Il y a 2 ans, nous avions demandé au CNTS de venir communiquer à une de nos journées sur les problématiques du don de sang et comment est-ce que nous, on pourrait contribuer. J'ai dit tout à l'heure que derrière cette activité, nous allons bientôt trouver dans les officines
des rappels ou des communications, en tout cas des supports de communication, pour rappeler à ceux qui défilent dans nos officines qu'il faut donner du sang. Ensuite, les pharmaciens continuent cette collaboration. Et je pense que c'est aussi un appel à d'autres organisations comme la nôtre ou à d'autres entreprises ou en tout cas de notre pays de s'intéresser à cette question. C'est quand même une contribution que je pense non négligeable. Merci docteur. Mais pour revenir à vos journées du pharmacien, généralement quand vous retrouvez comme ça, vous discutez ou bien vous débattez, vous choisissez un thème autour duquel vous réfléchissez. Effectivement. Le thème des journées de l'ordre des pharmaciens, le 12e, c'est réforme du système de santé au Togo, place du pharmacien. C'est ce thème donc qui a fait l'objet donc d'échanges hier avec le ministre de la Santé et derrière il y a une conférence inaugurale présentée par le docteur Dogbe qui est le responsable de la conduite du PNDS, le Programme national de développement sanitaire, et qui a fourni aux pharmaciens donc les axes que le gouvernement compte développer pour la promotion de la santé. En somme, il s'agissait de voir la contribution des pharmaciens dans ce processus qui va permettre d'arriver à la couverture santé universelle, toutes les réformes engagées, le renforcement du système de santé pour le préparer donc à cette échéance que le Togo s'est donnée. Il s'agissait aussi pour nous, pharmaciens, de contribuer au PND. Nous avons dit que les pharmaciens, on est non seulement acteurs de la santé, un acteur stratégique de la santé, mais aussi on est des acteurs économiques et il est important que nous puissions définir donc notre engagement par rapport à cet objectif-là. Je dois souligner que ces 12e journées ont été placées sous le haut parrainage du Premier ministre qui nous a accordé donc son soutien et qui nous a permis donc en tout cas de nous engager sur cette question du PND où les pharmaciens doivent avoir leur place aussi et leur rôle à jouer. Merci docteur. Comme nous sommes partenaires Club de la presse et les pharmaciens, à l'issue de vos journées, vous allez pouvoir vous libérer pour venir nous faire un peu restitution sur les conclusions. Oui, je pense que ce sera avec plaisir parce que aujourd'hui, notre engagement, c'est vrai que très souvent on pense voilà, un moment de communication qui s'arrête, mais vous savez que nous avons un défi permanent qui est la lutte pour la sécurisation des produits de santé dans notre pays. Et je pense que sur cette question, on est toujours ensemble. Et au-delà aussi de cette question de lutte contre les faux médicaments et autres, nous allons revenir probablement vers vous pour vous faire part des conclusions et des engagements que les pharmaciens prennent dans le cadre d'une part du PND et aussi du renforcement du système de santé. Merci pour votre disponibilité que vous ne manquerez pas de tenir, je n'en doute pas, docteur. Merci. Merci. Avant d'embrayer sur les auditeurs, rapidement quelques questions d'ordre politique. Bourema Tchabouré, bonjour. Bonjour, ça c'est bonjour aux auditeurs. Merci de m'avoir donné la parole. Comme bien, mais vous avez pris toute une heure pour nous oublier dans ce studio. Non, je sais que les journalistes sont très compréhensifs avec nos invités d'honneur qui sont avec nous aujourd'hui. Eh bien, votre journal Le Messager, vous nous parlez de l'élection présidentielle qui est dans quelques mois et vous écrivez que la liste des candidats s'est encore allongée hier. Ah oui, la liste des candidats s'est encore allongée. Ça, je crois que vous avez suivi avec moi sur les réseaux sociaux la sortie de Monsieur Kani au niveau de son QG. Donc, je crois que ça doit faire la 10e personne ou bien la 10e candidature qui s'est faite annoncer et que on espère que ce n'est pas encore terminé parce que selon les informations, il y a d'autres qui sont en suspens. Donc, depuis hier, je crois qu'il y a une candidature qui s'est ajoutée et on attend de voir ce qu'il en sera dans les prochains jours. Merci, c'est le sieur Soter Kaus Kani Dovi qui se présente au nom d'une entité, les Rassembleurs. Les Rassembleurs, c'est une coalition, un conglomérat de partis. Oui, justement, pour le moment, c'est la question que tout le monde se pose parce que les Rassembleurs, on nous dit que ce sont une association un regroupement, une coalition de partis politiques, aussi bien des femmes engagées que des hommes engagés. Mais malheureusement, jusqu'à présent, on ne connaît pas le nom de ces partis politiques, ni de ces femmes et hommes engagés. On attend de voir
peut-être que dans les jours à venir où les choses vont être lancées, on en saura encore un peu plus. Hein. Merci. Abba Chisaka, le moins qu'on puisse dire, c'est que les candidats commencent à se signaler, à s'investir selon chacun selon sa formule. Oui, effectivement, chacun selon sa formule. À cette allure, on risque d'aller aux candidatures à la tunisienne. On peut arriver jusqu'à avoir 25 ou bien 30 candidats pour la présidentielle, ce qui veut dire que cette présidentielle suscite beaucoup d'intérêt aux Togolais et les gens entendent voir parce que tout le monde croit qu'avec sa candidature, c'est lui qui sera le Messie qui va sauver le Togo. Merci beaucoup. Alors, ces candidats qui devront battre campagne ici au pays, peut-être également auprès de nos compatriotes de la diaspora, parce que depuis hier, l'Assemblée nationale a voté la modification du code électoral. Fabrice, votre journal vous en parlez, Le Libéral, qui écrit « Code électoral modifié, la diaspora togolaise pourra dorénavant voter ». Oui, je crois que c'est l'intérêt de cette modification de ce code-là hier, puisque le vote de la diaspora, on en parlait depuis un certain temps et déjà même en 2017, le parti qui a porté les mouvements, notamment le PNP, en avait fait une préoccupation. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, ces choses faites, les Togolais de l'étranger peuvent voter. Maintenant on ne se lève pas comme ça pour voter. Il faut quand même remplir certaines conditions qui sont contenues naturellement dans ce test-là. Mais j'aimerais faire un clin d'œil à toutes ces candidatures qui s'annoncent. Moi, je crois que pour l'instant, c'est des déclarations de candidature. Hein. C'est des intentions comme cela et dans le lot, il y a des plaisantins. D'autres veulent juste faire de la com. Parce que vous savez, la caution, c'est 10 millions, non? C'était la caution, c'était 20 millions. C'était 20 millions. Ça peut évoluer à tout moment. Hein. Oui, donc, je crois que c'est le jour où il va falloir déposer les dossiers de candidature. C'est ce jour-là, on verra vraiment qui sera candidat et qui ne le sera pas. Sinon, pour l'instant, c'est tout simplement facile. Vous restez chez vous et puis bon, vous faites un communiqué sur les réseaux sociaux, vous dites que vous êtes candidat. Ça fait de la com pour vous parce que le nom que vous venez de donner là-bas, on eût été cette occasion-là, on ne l'aurait jamais entendu. Vous savez, Fabrice, en Côte d'Ivoire, on a eu Adama Daïko, candidat, même en France en son temps, mais Coluche, le grand comédien, était également candidat. Ce n'est que de la déclaration d'intention, mais qui est quand même l'expression d'un certain intérêt que les Togolais portent aux élections présidentielles. Mais pour revenir à la modification du code électoral qui réglemente le droit de vote à la diaspora, le texte a été voté juste hier. On n'a pas tous les détails, mais tout ce que moi j'ai ajouté, c'est que il n'y a que les Togolais établis dans 21 pays auprès desquels le Togo a des ambassades. C'est seulement dans ces pays-là qu'on pourra voter. Et puis le corps électoral devra comporter au moins 300 Togolais légalement enregistrés avec leur carte consulaire. Alors si vous avez des parents 6 mois avant le début de la révision électorale qui est imminente, eh bien Sylvestre Béni, si vous avez des parents, des amis à l'extérieur, vous pouvez leur porter de l'information en attendant qu'on ait les détails. Oui, mais déjà, moi, je me dis que les conditions risquent déjà d'éliminer bon nombre donc de nos compatriotes qui sont à l'étranger. Mais je me pose 1001 questions en ce qui concerne en fait le déploiement du matériel et tout, parce que je reste encore sceptique en moins de 4 mois qu'on puisse organiser réellement le vote de la diaspora. Moi, j'avais déjà dit que, attention, le vote de la diaspora, c'est vrai, l'opposition en parle, les gens en parlent, mais je me dis que en fait, le nœud du problème se trouve d'ailleurs là, parce que pour l'instant, on nous dit, bon, il y a plus de 2 millions 5 de Togolais qui sont à l'étranger. Maintenant, compte tenu de ces conditions, qui sont aujourd'hui à mesure donc de voter. Et je vous signale également que aujourd'hui, bon nombre de nos compatriotes ont renoncé à leur nationalité. Certains. Je vous dis là, aujourd'hui, vous prenez la majorité des Togolais qui sont en Allemagne, je crois que avant d'avoir la nationalité allemande, vous devez d'abord renoncer à votre première nationalité. Donc aujourd'hui, je crois que bon nombre de Togolais sont également dans ce cas-là. Mais ils sont plus Togolais, c'est fini. Donc attention, ils sont plus Togolais. On ne peut pas parler d'eux. Voilà, donc je crois que le vote de la diaspora, moi je suis encore sceptique, mais bon, on verra dans les prochains jours ce qui en sera. On verra tout ça et
Et l'élection présidentielle, la Cour constitutionnelle nous l'a dit, ce sera entre le 19 février et le 5 mars 2020, mais il reviendra au gouvernement réuni en Conseil des ministres d'acter tout cela par des décrets convoquant le corps électoral. On parle aussi de beaucoup parlent aussi d'alternance, c'est-à-dire que le président en 2020 soit autre que celui que nous connaissons actuellement. Pourquoi pas? Alors, deux journaux nous parlent des conditions d'un scrutin juste. Alors, la dépêche qui en parle aujourd'hui, la dépêche qui nous parle des conditions de scrutin juste, équitable et transparent. Entre autres, pour la dépêche, il y va de la fiabilité des organes chargés de l'élection, entre autres l'inscription sur les listes électorales et le fichier électoral, la campagne électorale elle-même, l'observation électorale, une cartographie électorale et plein de choses. Et quant à vous, Sylvestre Béni, votre journal La Manchette, vous parlez tout simplement des 10 commandements pour que l'alternance devienne réalité en 2020. Oui. Alors on connaissait les 10 commandements de la Bible, maintenant les 10 commandements de l'alternance. Voilà, les 10 commandements de l'alternance. Je crois qu'en réalité... C'est beaucoup, hein. Oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Je crois que... en fait, ce sont quand même des échantillons, hein. Ce sont des recommandations formulées donc à l'endroit donc des partis politiques, surtout ceux de l'opposition. En fait, nous partons donc d'un certain nombre de principes. D'abord, si vous prenez le premier commandement, nous parlons donc de pacte de non-agression. Le pacte de non-agression signifie quoi? Vous savez, au niveau de l'opposition, nous souhaitons véritablement que lorsque la campagne va commencer, il faudrait quand même que les gens se rappellent que hier ils étaient ensemble. Donc, mener une campagne responsable et digne des gens qui ne vont pas quand même s'invectiver entre eux pendant que l'adversaire est commun à eux, c'est-à-dire le parti et unir, hein, je voulais dire répéter unir, donc en fait c'est la même chose. Donc lorsque le parti unir donc va dérouler quand même sa charrue et bas campagne, eux ils seront là donc à se tirer donc les balles dans les pieds. Donc nous parlons d'opposition conviennent d'un pacte de non-agression. Ça c'est le premier commandement. Ensuite, le deuxième commandement, nous parlons donc d'action contre l'abstention. L'action contre l'abstention, c'est que aujourd'hui vous verrez que nous l'avons prouvé dans notre dernière parution. Depuis 2007, vous verrez que l'abstention croît au Togo, parce que les Togolais ne croient plus tellement à la tenance par les urnes. Du fait donc des situations que nous avons vécues, à chaque fois c'est Messi qui gagne, à chaque fois c'est le régime qui gagne, toutes les élections c'est eux qui gagnent. Donc les gens ne croient plus tellement à ça. Donc il faudrait quand même qu'on puisse les remobiliser en trouvant donc des mots justes pour arriver donc à cela. Malheureusement on n'a pas le temps de vous commenter. Vous en avez jusqu'à 10. Souffrez que je vous prête ma voix pour rappeler les 10 commandements de l'alternance. 1. Pacte de non-agression. 2. Action contre l'abstention. 3. Combattre le vote anticipé des forces de sécurité. 4. Assurer un bon maillage du territoire. C'est 5 maintenant. Lutte contre lutte commune pour les réformes. 6. Nécessité d'un conclave des candidats de l'opposition avant le scrutin. 7. Investissement matériel pour l'alternance. 8. Jouer la carte de la diplomatie. 9. Diaspora, création d'un comité de veille. Et 10. Se mobiliser pour les cartes d'électeurs. Voilà les 10 commandements. Voilà les 10 commandements. Dommage que nous n'avons pas assez de temps pour élucider en fait ce que nous disons. Mais le journal est sur le marché. Je crois que les gens peuvent quand même l'atterrir et savoir ce qu'il y a. Merci. Il est déjà midi passé. Juste, Joachim Loko, bonjour. Bonjour Sass, bonjour aux fidèles auditeurs de Canal FM. Du journal Dunia Le Monde. Merci d'avoir volontairement cédé votre temps, d'abord votre siège et votre temps d'antenne à nos invités. Eh bien, il est midi passé de 5 minutes. Madame la ministre conseillère a dû nous quitter pour une urgence, mais le président de l'Ordre national des pharmaciens est à nos côtés avec les confrères et vous pourrez adresser vos questions, vos inquiétudes à l'un à l'autre, pourquoi pas. 93.5 Canal FM.
Eh bien, à présent, le 22, 21, 33, 74 ou bien le 22, 20, 19, 68, je vous informe que Madame Johnson a dû nous quitter pour une urgence à la présidence de la République, mais le président de l'ordre des formations du Togo, Monsieur Kweto, même s'il n'est pas innocent, il est avec nous, et surtout les confrères à qui vous pourrez adresser vos questions. Déjà, Monsieur Robert à l'antenne, au bout du fil, bonjour. Bonjour, Sas. Oui, Robert. Bon, oui, bonjour tout le monde. Bon, j'ai l'impression que le problème de processus pour le classement du Togo, là, me lance beaucoup d'encre. Et je crois que l'opposition aussi en profite pour dénigrer incessamment le président de la République. Mais de toutes les façons, tout ce que le président avait fait, ce n'est pas lui qui avait fait le classement. C'était la Banque mondiale. Donc la Banque mondiale, nous n'avons qu'à s'attendre à la Banque mondiale. Et puis, quand on parle de panier de ménagères, ce n'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Ça, il faut attendre au moins 1 an, 2 ans peut-être pour qu'on sente ça. Mais néanmoins, on a déjà senti ça d'autre part. Par exemple, le salaire qui tombe dans le mois à 25, ou bien pour les quelquefois même. Pour les fonctionnaires. Oui, pour les fonctionnaires. Oui. Pour les fonctionnaires qui auront cet argent-là pour distribuer, pour partager ça dans le public. Ouais. Par exemple, si vous prenez les professeurs, par exemple, les professeurs des lycées, avant, on n'avait pas, les professeurs n'acceptaient pas des voitures, mais aller par exemple au lycée, dans des deux gommes, pour voir, il y a beaucoup de professeurs qui achètent maintenant des voitures. Donc ça veut dire que ça vient petit à petit goût. Il faut attendre un peu. Merci beaucoup. Merci. Merci ouais. Robert. 93.5 Canal FM. Rebonjour chers amis auditeurs. Nous vous revenons après ce petit temps passager. Voilà. Et nous étions avec vous, avec vos questions sur les questions, les sujets débattus aujourd'hui avec nos invités à nos côtés, les confrères Fabrice Pechezi, Abbas Issaka, Bourema Tchabore, Sylvestre Beni, Gadi Etionyadi, même Joachim Loko, et notre invité, le président de l'ordre des pharmaciens, Dr Kweto, qui est toujours avec nous, surtout avec cette épidémie de grippe. Peut-être que vous auriez une question à l'endroit du docteur Kweto, pourquoi pas. Johannes, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Saf. Oui. Et je salue tout le plateau. Merci, nous vous saluons en retour. Et je félicite la présidente pour avoir fait ce communiqué avec nous, à travers la dame. Et ce que j'aimerais dire, que la présidente puisse, parce que la dame a dit que les journalistes ont joué un grand rôle dans le travail effectué. Ainsi que la présidente aide les journalistes afin de pouvoir atteindre l'objectif, c'est-à-dire devenir une entreprise de presse au Togo. Qu'on n'ait pas des journalistes qui sont obligés de se comporter comme des opposants radicaux pour pouvoir vendre leur presse ou bien pour se faire écouter, ou bien des journalistes qui sont obligés d'être le griot du pouvoir pour pouvoir bénéficier de certains avantages. C'est pas intéressant, ça n'aide pas le pays. Donc que les journalistes deviennent une entreprise de presse. Là, en ce temps, ils vont travailler pour le pays et non pour des camps les uns contre les autres. Merci. Parce que lors du sommet Togo, Union européenne et AGOA, les journalistes ont découvert beaucoup de choses qui ont été mis à l'écart. Donc, que la présidence puisse se revoir ce côté. Merci beaucoup. Aider la presse. Merci beaucoup. Pour que la presse puisse aider le pays à évoluer. Merci. Vous qui vous improvisez avocat de la presse, vous êtes béni. Sylvestre béni? Non, il est béni. Il est béni. Merci beaucoup. Et vivement que ce qu'il souhaite advienne. Et surtout, Fabrice, comme il a dit, il souhaiterait vivement que les journalistes ne fassent que leur travail d'information, ni jouer au griot pour le pouvoir, encore moins verser dans le radicalisme de l'opposition. Oui, oui, bien sûr. Je crois que ça a été toujours quand même la préoccupation de la presse, faire le travail comme il se doit, en respectant les règles de déontologie et autres. Et donc, je crois que ce n'est pas encore ça, mais les efforts sont quand même faits et on espère faire mieux pour
rendre service aussi bien au pays qu'aux citoyens. Et comme on en prête l'intention à nos amis les militaires, nous sommes en allant. Merci beaucoup, l'auditeur en ligne. Bonjour. Allô, bonjour, monsieur Sass. Oui, c'est monsieur Johannes. Ah. Oui. La dame, elle est partie. Oui, elle avait une urgence, donc elle a dû nous quitter. Ah, mais je vais quand même lui parler. Elle va entendre. Ok, allez-y. Okay. Lorsqu'elle faisait le rapport entre l'amélioration du climat des affaires et le PND, elle disait que cette amélioration permet aux entreprises étrangères de venir au Togo, ce qui va créer de l'emploi et donc procurer des revenus aux Togolais. Mais j'aimerais plutôt lui dire qu'il y a revenu dans revenu. Les entreprises étrangères, il y en a déjà beaucoup au Togo. Les conditions dans lesquelles nos compatriotes travaillent, nous ne les connaissons que trop bien. Mais depuis des années que ces choses sont décrites, rien n'est fait. Alors si on nous dit qu'on va encore faire la cause d'entreprises étrangères, elles vont venir créer des emplois au Togolais, qui va des revenus. Il y a forcément revenu dans revenu. Ce que nous vivons au Togo, ce que les entreprises et nos compatriotes vivent dans les entreprises étrangères au Togo, je vous dis que les conditions de travail sont vraiment parfois même inhumaines. Mais rien n'est fait. Je prends uniquement les entreprises de la zone franche. Oui. Regardons ce qui se passe là-bas. Merci Johannes. Nous en parlons déjà. C'est comme ça. Oui, merci Johannes. Parce que vous avez dit l'essentiel. Nous allons lui transmettre si elle-même n'écoute pas directement et nous passons à l'auditeur qui est en ligne. Oui, allô? Oui, bonjour, c'est monsieur? Oui, c'est Pelé. Pelé? Oui. Ah, après Messi, c'est Pelé. Oui. Ok, allez-y. Bon, moi, je voudrais parler à la madame, mais elle est partie. Oui, bon. oui. Moi, c'est concernant même le dossier de Doing Business là. Oui. Oui, nous sommes dans ce pays où, en 2017, cette année-là, on sait ce qui s'est passé dans ce pays. De mois d'août jusqu'à décembre, où le Togo était en ébullition, tout partout au nord, et le nord est militarisé. Mais à la fin de l'année, on nous a dit que le Togo est le deuxième pays le plus visité du monde. Mais sur quel critère vous citez quel rapport ça, s'il vous plaît? Oui. Bon, on nous a dit ça. Qui ont C'était là, c'était aller fouiller. Non, comme c'est vous qui en parlez, vous nous situez sur votre source, s'il vous plaît. Oui, j'ai oublié un peu. Bon, les journalistes sont là, ils vont vous rappeler ça. Merci beaucoup, merci beaucoup. Encore une fois, que chacun nous situe sur sa source d'information et nous nous porterons que mieux. Merci, encore un auditeur en ligne et puis merci. Eh bien, docteur, moi je me fais le porte-parole d'une bonne partie de la population togolaise qui est vraiment grippée. Dans ce studio, il y a la moitié des confrères qui en souffrent. Alors qu'avez-vous à nous dire? Vous n'êtes pas médecin, c'est pas une consultation en direct, mais quelle attitude, quel comportement nous devrions adopter en ces temps d'épidémie de grippe? Bon, moi-même, vous-même, j'ai été grippé. C'est vrai qu'il y a effectivement cette grippe ambiante qui sévit ces temps-ci. On a eu quand même à observer avec les pluies qui sont prolongées, le refroidissement ambiant aussi. Je crois que, vous savez, il y a quand même une transition entre une saison sèche, on est en train d'aller, une saison des pluies, on est en train d'aller vers la saison sèche. En général, dans cette période de transition, il y a une recrudescence des grippes. Dans les pays du Nord, c'est le moment de vacciner. Chez nous aussi, surtout pour les enfants et les personnes fragiles, il faut peut-être penser à vacciner contre la grippe. Parce que c'est souvent une période où il y a pour nous qui sommes solides, on peut tenir sa passe avec quelques cachets pour soulager les maux de tête et autres. Mais pour les personnes fragiles, je pense qu'il faut penser à vacciner, notamment les enfants et ceux qui ont en tout cas une santé assez fragile. Ouais. Merci. Donc c'est ce que le docteur Peto nous recommande, se faire vacciner
notamment les enfants, pourquoi pas les femmes enceintes et ceux qui se connaissent une santé fragile. Oui, moi j'ai une petite inquiétude par rapport aux journées portes ouvertes, si le docteur peut permettre. Je ne sais pas, vous êtes à laquelle édition, vous en avez déjà parlé ici. Est-ce que vous avez pensé à délocaliser quand même ces journées portes ouvertes? Parce que vous savez, à l'intérieur du pays, la plupart du temps avec nos parents qui ne maîtrisent pas bien l'utilisation de certains produits, et en plus de ces produits qu'on vend sur les étalages auprès des bonnes femmes, les effets, les conséquences que cela donne. Est-ce que vous avez pensé à délocaliser, parce que ils sont plus intéressés par rapport notamment la ville de Kabou qui pourrait vous accueillir oui, favorablement. Je vois alors. En tout cas, merci beaucoup. Vous savez, un de nos défis au niveau de la profession des pharmaciens, et c'est ça aussi un de nos engagements que nous avons pris hier, c'est d'améliorer le maillage territorial en matière d'installation des pharmacies. Notre secteur se veut être les professionnels les plus proches de la population, et aujourd'hui ça s'améliore de plus en plus. Notre défi, c'est de faire en sorte que dans les 5 années à venir, il y ait des pharmacies dans toutes les préfectures. Il y a un pharmacien diplômé dans toutes les préfectures, pourquoi pas jusqu'à Kabou. Et quant à ce qui concerne nos journées, oui, on est déjà sorti de Lomé plus d'une fois. En tout cas, pour célébrer une partie quand même de ces journées, nous sommes allés au centre des lépreux vers entre Kwalimé et Kwele là-bas, voilà, je sais pas, il y a un centre là-bas. Nous sommes allés à Kara aussi, à Kata. À Kata. Et ensuite nous sommes allés dans la ville de Kara pour faire une activité sociale au niveau du centre hospitalier. Et nous faisons en tout cas ces efforts. Nous sommes conscients que toute la population togolaise a besoin de nos conseils en santé. Et la première étape va être justement de faire en sorte que les pharmaciens soient partout, et c'est ce à quoi nous nous engageons avec nos autorités réglementaires. Merci, on va devoir nous arrêter là aujourd'hui, mais vivement prochainement, docteur, quand vous aurez fini, nous serions honorés de vous avoir pour partager avec nous les conclusions de vos 12e journées de l'Ordre national des pharmaciens du Togo. Un rapide tour de table en quelques secondes. Pour votre carton, Sylvestre Béni? Non, avant le carton, je crois que tout à l'heure, l'auditeur qui parlait donc du Togo, 2e pays, j'ai cherché, lorsque vous prenez notre confrère Free Press, il a titré le 12 septembre 2018, Tourisme, le Togo, 2e pays le plus visité en 2017. Le même article est repris par notre confrère au Togo, Enyado Magazine. Donc ça veut dire que, sûrement que c'est un reportage en fait, donc ça veut dire qu'il y a eu une activité sur cela en 2017 où on classe le Togo 2e pays le plus visité au monde. Voilà, donc voilà. Maintenant, vous gardez le micro pour votre carton au monde. Oui, c'est ce que je vois. Tourisme, le Togo, 2e pays le plus visité au monde en 2017. C'est ce que titre Afrique Presse le 12 septembre 2018. Et notre confrère Nyado Magazine également titre le Togo comme 2e pays. Merci. Comme le club de la presse sera toujours plus inclusif, à commencer par demain, si Dieu le veut et Dieu le voudra bien.